Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation. Je vais sans plus attendre passer la parole à ma collègue Sandrine Hélène Trouillard qui va animer ce webinaire qui traitera de la veille, un vaste sujet. Je vous souhaite un très bon webinaire. Sandrine, c'est à toi. Merci Charlotte. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire savamment intitulé « C'est pas demain la veille, mettez l'information au cœur de vos décisions stratégiques d'aujourd'hui ». Donc, je suis, comme disait Charlotte, Sandrine Hélène Trouillard, je suis chargée d'accompagnement des entreprises à la Valmain Technopole. Donc, ça fait 15 ans maintenant que je suis à la Technopole et j'ai eu une expérience aussi dans la veille, enfin, j'ai une formation en lien avec la veille et puis j'ai été chargée de veille pendant presque un an dans une entreprise de chimie. Et donc, je l'utilise aussi tous les jours, oui, tous les jours, on peut dire, à la Valmain Technopole. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire un focus sur cette thématique. Le plan de notre intervention du jour, je ne vais pas trop passer de temps, mais vous expliquer déjà la veille, de quoi on parle pour bien remettre en contexte la veille et d'autres terminologies qui s'en approchent. La veille, ce n'est pas que Internet, donc on va parler des sources pour trouver de l'information. Des conseils pratiques, des sources intéressantes que je vous propose, que je connais, mais il y en a sûrement d'autres, mais voilà, des premiers niveaux de sources d'informations assez utiles. On parlera de la circulation de l'information dans l'entreprise et puis on terminera par le témoignage de Sébastien Fremont, donc responsable innovation dans l'entreprise MBPAC. Donc la veille, de quoi on parle? On vous a posé la question à votre inscription, on vous a demandé pour vous qu'est-ce que c'est que la veille. Et donc, on voit que vos réponses tournent autour, bien sûr, de l'innovation, de la surveillance. C'est un outil également pour vos clients ou clientes. C'est quelque chose d'essentiel au niveau de l'information que vous faites au fil de l'eau. Essentiel ou indispensable reviennent. Inspirant, collaboration, nécessité, démarche, quotidien, se tenir informé, etc. Donc, en quelques minutes, la veille, de quoi on parle? Donc, en gros, c'est observer l'environnement de l'entreprise pour prendre, appuyer ou valider des décisions. Et pour alimenter cette veille, il est nécessaire de collecter et analyser de l'information. Donc, on voit que la veille, ce n'est pas uniquement faire une recherche sur Google, chercher 3 mots-clés pour collecter, analyser. Ça va au-delà de ça. On est bien dans l'appui à la prise de décision et on est dans l'environnement de l'entreprise. Il y a d'autres thématiques, d'autres thèmes qui tournent autour. Il y a ce qu'on appelle aussi l'intelligence économique. Donc là, c'est quelque chose qui englobe la veille, mais qui va plus loin puisqu'on est aussi autour de la réflexion stratégique, de la communication de l'information et la protection aussi de l'information. Et enfin, on entend aussi parler de knowledge management, ou KM en raccourci. Donc là, ça englobe encore à nouveau la veille, l'intelligence économique, mais on est dans tout ce qui va être la synthèse du savoir d'une entreprise, donc l'information, mais pas uniquement l'information, mais aussi dans les savoir-faire, comment on le fait circuler, comment on le pérennise, comment on le protège, voilà, que ce soit en point de vue production, organisation, circulation de l'information, de façon plus large. Donc la veille est imbriquée finalement dans ces notions-là. La veille, je pense qu'un certain nombre de personnes d'entre vous connaissent déjà et connaissent sûrement cette définition du cycle itératif de la veille. La veille, c'est quelque chose de vivant. On va le faire à un instant T pour un besoin, en suivant différentes étapes que je vais détailler après dans le plan. Mais surtout, ce qui est important, c'est que voilà, c'est vraiment itératif. Donc, on va faire des choses, on va mettre en place du sourcing, on va collecter de l'information, l'analyser, la diffuser, et puis on va faire un rétro-feedback. Enfin, on va refaire une définition des besoins par rapport à ce qu'on a trouvé. On va peut-être modifier son sourcing ou sa collecte en changeant certaines choses, des mots-clés, on va revoir l'analyse, etc. pour toujours être affiné ce qui ressort de notre veille. Donc, ce cercle itératif, ça va être un petit peu notre fil conducteur de cette intervention. Et donc, je vais commencer par la première étape, qui est la définition des besoins. Donc, pour moi, la définition des besoins, c'est vraiment la chose la plus importante au démarrage. C'est vraiment la veille, on peut y passer beaucoup de temps. On peut
chercher des choses sur Internet ou autres, sur les salons, etc. Et puis y passer énormément de temps et se perdre un petit peu dans ce flot d'informations sans savoir, en perdant de vue un petit peu ce dont on a besoin au démarrage. Donc pour moi, ça démarre toujours par un papier, un crayon, ou alors un fichier Excel ou une mind map pour ceux qui sont plus informatiques. On va se poser la question de quelle information j'ai besoin et surtout à quoi elle va me servir. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et une fois que j'aurai cette information, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire et surtout quelles décisions je vais prendre? Moi, quand j'étais chez Rodia, par exemple, il y avait des collaborateurs qui me demandaient « j'aimerais bien savoir le chiffre d'affaires de tel concurrent ». Ok, super, mais une fois que tu auras cette information, qu'est-ce que tu vas en faire concrètement? Bah, je sais pas, j'ai juste envie de savoir. Bon, si c'est savoir pour savoir, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Si c'est l'idée, c'est de savoir pour prendre une décision et pour changer quelque chose dans son comportement. Et puis aussi, il faut se poser la question de quel traitement je vais en faire, à qui je vais diffuser, ça on le verra après. Donc voilà, premier conseil, vraiment définir au plus près ses besoins avant de passer à la suite, pour éviter de partir un peu bille en tête. Les axes de recherche possibles en veille, ils sont très larges. Donc là, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais on va parler souvent de veille commerciale. Donc ça concerne nos clients, nos fournisseurs, nos prospects, donc nos potentiels clients. La veille concurrentielle, donc qui sont nos concurrents, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, comment, etc. La veille qu'on peut appeler sociétale ou marketing, pour moi c'est un petit peu la même chose. Peut-être que certains voient une nuance, mais bon, pour moi, c'est un petit peu des notions assez proches où on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment, quelles sont les grandes tendances de consommation ou d'attente de nos clients. Enfin, on est dans l'environnement finalement sociétal et dans les grandes attentes. Il y a la veille technologique, donc les brevets, les publications scientifiques, etc. La veille réputationnelle, donc là, ça va être plutôt lié à votre structure, votre entreprise, quelle est sa réputation sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou bouche à oreille ou autre. Qu'est-ce qu'on en dit, comment on en parle. La veille juridique et réglementaire, quelles sont les normes, les réglementations, les lois ou les décrets qui s'appliquent à mon entreprise et à mon activité. Et puis, on peut avoir aussi d'autres formes de veille, mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Certains sont intéressés par une veille fiscale, financière. Ça va dépendre aussi beaucoup de vos activités. Donc, quand vous êtes inscrit, à nouveau, on vous a demandé quel type de veille vous meniez, pourquoi est-ce que ça vous intéressait. Et donc, on voit que à 61%, c'est surtout le côté technologique de votre secteur qui vous intéresse, donc la veille technologique qui vous intéresse en priorité. Et puis, pour vous aider à prendre des décisions stratégiques, donc, qui vient en deuxième, ce qui est logique puisque la veille vient effectivement aider à prendre les bonnes décisions. Et après, on trouve dans un mouchoir de poche là, la veille sur un plan social et politique, la veille concurrentielle et commerciale. On va déjà étayer ça par un exemple. Donc, si on a une entreprise fictive qui s'appellerait Ma Petite Chaise à Roulettes, donc on peut dire que voilà, je suis la dirigeante de Ma Petite Chaise à Roulettes, une entreprise de fabrication de chaises de bureau, comme son nom l'indique, mais qui fait de la vente uniquement professionnelle, en B2B, donc soit directement aux entreprises qui souhaitent s'équiper de chaises à roulettes, enfin de chaises de bureau, soit à des revendeurs, mais pas directement en B2C. Donc, j'ai cette entreprise, Ma Petite Chaise à roulettes, et je mets en place une veille. Donc, je vais la décliner en fait sur les différents axes qu'on a vus. Donc, sur la veille commerciale, par exemple, je vais surveiller mes gros clients, puisqu'ils ont une part importante de mon chiffre d'affaires. Donc, je vais surveiller comment leur santé financière. Je vais faire aussi une veille, par exemple, sur de nouveaux fournisseurs potentiels. Donc, ça, c'est des choses que je peux mettre en place. Sur la veille concurrentielle, surveiller les concurrents actuels, bien sûr, et puis les nouveaux entrants potentiels. La veille marketing, ça va être, par exemple, surveiller les tendances du bien-être au travail. Sur la veille technologique, je peux m'intéresser à des sujets comme l'Internet des objets. En quoi l'Internet des objets, finalement, pourrait avoir une utilité pour les chaises de bureau.
les nouveaux matériaux, par exemple la mémoire de forme, ou que sais-je. On peut aussi axer sa veille sur le recyclage des matériaux pour nos rebuts. Donc voilà, ça, ce sont des arbitrages qu'on fait. La dernière sur les règles juridiques, la veille juridique sur les normes de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises ou qualité de vie au travail. Ou pourquoi pas sur le Made in France, puisque c'est un sujet qui m'intéresse. Donc on voit qu'on fait des choix par rapport à ces axes stratégiques qui peuvent être en lien avec des choses environnementales, technologiques, enfin, des nouveaux produits, etc. Donc on ne va pas forcément tout surveiller tous azimuts, mais on va faire des choix par rapport à des choses qui nous intéressent. Si je décline cette veille juridique, par exemple, donc une fois qu'on a défini nos axes qui nous intéressent, on va en venir à des questions un peu plus précises, donc sur les nouvelles normes de RSE ou qualité de vie au travail. Moi, spécifiquement, ce que je veux savoir, c'est quelles sont les normes qui s'appliquent aux entreprises concernant la qualité de vie au travail, l'équipement et l'ergonomie des postes de travail, donc de mes clients. Et je voudrais surveiller la modification de ces normes qui pourraient exister. Voilà comment on traduit, en fait, quand on met en place sa stratégie de veille, pour faire des choix et surveiller des choses en particulier. Donc, une fois qu'on a bien fait ça, la définition des besoins, on va passer du coup au sourcing. On ne va pas partir directement bille en tête à chercher de l'info. Une fois qu'on a bien défini ses besoins, on va passer au sourcing. Rapidement, ça me semble intéressant de vous préciser qu'il y a différents types d'informations. Ce qu'on appelle l'information blanche, donc c'est l'information la plus facile à trouver, qui est facilement communicable. Donc c'est quand on fait une recherche sur Google, quand on va dans un salon, tout ce que les gens vont communiquer facilement, ça c'est de l'information qu'on appelle blanche. C'est 75% de l'information, d'après cette estimation. L'information grise, elle est également accessible légalement, mais elle est un peu plus compliquée à trouver. Soit on va la trouver en ayant accès via des bases de données qui ne sont pas directement référencées dans Google ou d'autres moteurs de recherche. Et ces bases de données peuvent être payantes ou gratuites, mais ce n'est pas une information qu'on va trouver en direct. Ou bien on va la trouver en interrogeant des experts du domaine, ce genre de choses. Et enfin, on a l'information noire, c'est une information qui est complètement protégée, qu'on ne peut pas trouver légalement, ça fait partie du secret des entreprises. Et si on cherche à trouver cette information-là, on va être plutôt dans de l'espionnage. Et donc là, c'est tout à fait illégal. Donc là, la veille dont on parle, bien entendu, elle parle des informations blanches et des informations grises. Donc souvent, ce sont les informations grises qui sont intéressantes à aller bien creuser et chercher, qui sont les moins faciles à trouver, vous en doutez. Donc le sourcing, où je vais trouver mes informations, donc il y a quelques difficultés pour trouver des bonnes informations, c'est qu'on a une multiplicité des sources, on a le risque d'infobésité, puisqu'on génère de plus en plus d'informations au quotidien. Il y a une notion importante de fraîcheur de l'information, donc par exemple sur l'Internet des objets, si vous trouvez une étude qui date de 2013, on peut se dire qu'elle est complètement obsolète et c'est pas, elle est pour grande partie assez peu pertinente. Il y a aussi à regarder bien sûr les risques de désinformation, donc il faut vraiment s'intéresser aux auteurs des articles ou des informations, des sources. Si la source qu'on a trouvée, elle est à l'origine de cette information ou elle est juste un énième relais, et le crédit qu'on peut apporter à cette source, donc est-ce que ce sont des experts qui parlent, donc la date on en va parler, voilà. Ça, ce sont vraiment les choses, les difficultés, les choses à prendre en compte en amont. Le sourcing des infos, donc forcément, on pense souvent, surtout quand on participe à un webinaire, à la formation sur Internet. Donc, les sites Internet, les réseaux sociaux, les bases de données, qu'elles soient gratuites ou payantes, la presse en ligne, les podcasts, les vidéos, les YouTube, ce que vous voulez. Donc, on a une bonne partie d'informations sur Internet, mais la veille, ce n'est surtout pas que Internet, c'est hyper important. C'est vraiment très, très large. Donc, il y a aussi tous les événements qui peuvent vous permettre de récolter de l'information de qualité. Les salons, les séminaires, les colloques, mais aussi les formations, les réunions, les événements organisés par nos clients.
etc. Les médias, qui sont aussi beaucoup en ligne aujourd'hui, hein, mais la télévision avec des reportages, la radio, la presse écrite, qu'elle soit presse nationale, revue spécialisée, magazines professionnels, ouvrages, etc. Et puis également les individus, donc j'en ai déjà parlé, mais interroger les bons experts, les bonnes expertes, ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps, de consulter des associations professionnelles, des fournisseurs, des clients, voire des contacts en interne. Parfois dans les grandes entreprises, ça peut être aussi rapide de prendre un temps avec vraiment l'expert du domaine pour gagner du temps ensuite. Voilà, ceci étant dit sur le sourcing, je vous laisse noter vos questions, on y reviendra à la fin, parce que là, je vais essayer de finir de vous présenter un peu. J'ai mis beaucoup d'informations, donc c'est pas genre le temps de vous présenter. On peut passer ensuite à la collecte et à l'analyse des informations, une fois qu'on a fait ça. D'abord, je voulais vous faire un focus qui me semble intéressant aussi sur la différence entre… il y a deux types de veille pour moi, il y a la veille active et la veille passive. La veille active, c'est une réponse à une question précise à un moment donné. Donc, c'est une résolution de problème qu'on va faire de façon ponctuelle. Donc, tout à l'heure, pour ma petite chaise de bureau, ma petite chaise à roulettes, pardon, on a vu, je souhaite savoir quelles sont les normes qui s'appliquent pour les entreprises. Donc ça, c'est une recherche qu'on va faire activement à un instant T sur cette problématique-là. Et il y a également la veille passive où là, c'est pas la même chose. On va être plutôt sur de la surveillance. Souvent, c'est une fois qu'on a fait cette veille active, on va surveiller, on va tendre des perches ou des filets avec des mots-clés pour voir ce qui tombe et analyser pour voir s'il y a eu des modifications, des nouveautés, des nouvelles normes ou des nouvelles réglementations, dans notre exemple, qui vont tomber. Et donc, en fonction de ça, on ne va pas utiliser tout à fait les mêmes outils ou les mêmes méthodes. Et on va en parler tout de suite après. Donc voilà, la différence entre la veille active où je vais chercher une réponse à l'instant T, la veille passive où je vais tendre des filets en gros pour voir ce que je pêche comme information nouvelle. Donc si je reviens à notre exemple, donc les normes qui s'appliquent aux entreprises, si je les cherche maintenant à l'instant T, c'est une veille finalement active. Et la surveillance de la modification et des nouvelles normes qui pourraient tomber, c'est de la veille plutôt passive. Donc ça, je vais passer. Quelques conseils pour une veille passive. Donc moi, les conseils ce que je mets en place et ce que je vous conseille de faire, après chacun fait comme il le sent, mais je fais beaucoup d'abonnements à des newsletters de structures qui sont intéressantes ou des événements qui m'intéressent par rapport à mes thématiques. On peut aussi automatiser des requêtes avec Google Alert. Twitter, on peut faire cette veille grâce à l'outil TweetDeck pour voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Twitter en l'occurrence. C'est très intéressant de suivre aussi des personnes influentes ou qui comptent dans le domaine que vous souhaitez surveiller, ou même des entreprises sur LinkedIn, Twitter ou Scoopit. Donc LinkedIn, si vous êtes familier, vous n'êtes pas obligé de suivre une personne, vous n'êtes pas obligé d'être connecté à une personne pour avoir ces informations, vous pouvez faire suivre. Idem pour les entreprises. Vous pouvez mettre en place des alertes très facilement sur société.com. Dès qu'il y a une modification d'une entreprise, que ce soit un client, un fournisseur ou un concurrent, vous recevez un email d'alerte sur les nouveaux comptes qui sont déposés, sur des nouveaux établissements qui sont créés, sur des rachats d'entreprises. Donc ça, c'est des choses que moi, je fais systématiquement, quasiment. Vous pouvez utiliser des flux RSS, donc c'est quelque chose qui est un peu en perte de vitesse, mais qui existe toujours. Et voilà, et surtout, se mettre en tête qu'on ne peut pas tout surveiller. Il y a beaucoup de sources et certaines sont parfois redondantes, donc il faut surtout faire des choix par pertinence. Et comme on l'a vu, ce cercle itératif, se reposer la question au bout d'un temps, cette newsletter, par exemple, est-ce que j'y ai appris des choses dans les 3, 4, 5 derniers que j'ai lus? Pas vraiment. Dans ce cas-là, ne pas hésiter à se désinscrire parce que sinon, vous allez être noyé sous le bruit. À présent, des conseils pour la veille active. Donc, il faut toujours commencer par lister les mots-clés qu'on va utiliser et surtout ne pas les faire uniquement en français, mais bien les décliner alors,
Je pense que l'anglais est vraiment un incontournable, mais ça peut être d'autres langues en fonction de vos marchés ou de vos technologies. Moi, je conseille de toujours utiliser une trame pour garder une trace de vos recherches et la ligne directrice, parce que on a vite fait de se perdre en fait. Et si on note pas au fur et à mesure les mots et les combinaisons de mots, les sites internet sur lesquels on a consulté, on va vite perdre la trame. Donc, il faut bien le noter au fur et à mesure, dans un Word, dans un Excel, comme vous voulez. Moi, je conseille aussi de faire une sauvegarde des documents, des informations qu'on a trouvées, parce que un lien sur Internet il peut très vite finalement ne plus être disponible, ou bien un article qui était disponible gratuitement ne plus l'être. Donc, il faut bien faire une sauvegarde des articles en entier, des informations qu'on a trouvées, en citant toujours le lien vers la source d'information, qui peut permettre de remettre dans un contexte et de recreuser ultérieurement si on le souhaite. Il faut vérifier l'information et la traçabilité de l'information, alors surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut avoir des choses qui sont véhiculées mais qui ne sont pas forcément correctes. Donc, si sur certains chiffres, ne pas hésiter à recouper avec d'autres sources différentes. Il faut bien s'organiser dans le temps, se définir un temps par jour ou par semaine ou par mois, enfin, comme chacun le sent, parce qu'on peut vite y passer beaucoup de temps et se perdre. Et sur une veille active, c'est bien de le faire en plusieurs fois. Donc, commencer une première fois, faire des premières recherches avec des premiers mots-clés qu'on a listés, de laisser un peu décanter et puis d'y revenir plus tard parce que souvent, on va voir les choses différemment et on va penser à de nouveaux mots-clés à tester ou à de nouveaux sites à creuser. Il faut définir le périmètre géographique de sa recherche. Il ne faut pas forcément, sur une veille, par exemple, de tendance ou de techno, rester sur uniquement la France, mais passer à quelque chose de plus large. Et puis, faire les recherches sur les moteurs de recherche, bien entendu. Là, on peut enfin rentrer dans, on pourrait appeler le vif du sujet, mais la transition pour la question suivante. Donc, on voit que Google est encore, à l'heure d'aujourd'hui, majoritaire, hein, et c'est pas étonnant puisque ce sont quand même les algorithmes les plus puissants de référencement qui utilisent sur le marché. On conseille toujours de croiser, d'utiliser plusieurs moteurs de recherche, mais voilà, on voit que Google reste toujours un incontournable. Je vais être obligée d'accéder un petit peu plus. Des quelques conseils d'utilisation de la recherche avancée de Google. L'objectif, quand on utilise Google Advanced Search, vous avez le lien ici, c'est d'avoir le moins de résultats possible pour quelque chose de plus filtré déjà et passer le moins de temps à analyser. Donc, il y a 5 opérateurs indispensables. Donc, ce sont les guillemets pour chercher une expression exacte, comme par exemple l'expression chaise de bureau. Le OR permet de chercher des synonymes ou des termes proches, comme chaise ou fauteuil. Le moins permet d'exclure un mot ou plusieurs mots. Donc, si on veut faire une recherche sur l'entreprise Safran, par exemple, on va avoir beaucoup de bruit sur les épices. Donc, si on fait moins épices, on aura quelque chose de plus qualitatif. On peut cibler des sites en particulier. Donc, si je veux connaître les dernières innovations de Total, je peux aller directement faire une recherche du mot-clé innovation sur le site Total uniquement. Ou bien se dire, je ne veux que des sources gouvernementales, donc je cherche quelque chose qui est forcément sur un site .gouv.fr. Et enfin, je peux chercher aussi des documents avec un format donné. Donc, si par exemple, je cherche un catalogue de chaises de bureau, je peux forcer à chercher que des documents en PDF avec les mots-clés chaises de bureau pour voir ce qui va ressortir. Les sources. Oui, voilà, je vous ai décliné des sources par typologie de veille. Donc, sur la veille concurrentielle, la chose la plus basique, enfin, la plus instinctive, je dirais, ce serait de souscrire aux offres ou acheter les produits des concurrents. Ça permet vraiment tout de suite de se mettre dans la peau d'un client. Là, ça ne requiert pas forcément de passer par Internet. De surveiller les sites et les réseaux sociaux des concurrents. Donc, comme je l'ai déjà dit, mettre en surveillance les concurrents sur société.com.
Vous avez aussi le site papers.fr qui est un petit peu un équivalent de société.com, mais qui va aller, vous allez trouver des documents comment dire, que vous ne trouverez pas sur société.com en tout cas, comme par exemple, je crois qu'on peut trouver les statuts des entreprises. Enfin voilà, ça va quand même beaucoup plus loin. Mais c'est pas des alertes par contre, c'est que de la recherche active. Pour les Mayennais, je vous invite en cliquant sur ce lien, vous pouvez vous inscrire à la revue de presse de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, si vous inscrivez tous les jours, vous allez recevoir un email avec l'essentiel des articles sur les entreprises ou les actualités économiques de la Mayenne. Si vous avez des produits, la recherche par image est intéressante aussi dans Google Images ou bien sur Pinterest. Et puis, une façon aussi de s'intéresser à la concurrence, ça peut être de regarder les offres d'emploi que déposent les concurrents. C'est intéressant de voir quel type de poste ils cherchent à pourvoir. Sur la veille commerciale, vous pouvez reprendre la même chose que la veille concurrentielle, ça se décline de la même façon. Les études de marché macroscopiques comme Xerfi, par exemple, sont aussi intéressantes. Mais alors attention, elles sont payantes. On peut trouver des façons d'avoir cette information de façon gratuite par certaines CCI ou des étudiants d'écoles de commerce parfois qui sont en stage chez vous peuvent avoir des accès gratuits. Toutes les techniques de design thinking, d'observation des clients dans leur contexte, les questionnaires, les focus group vont aussi vous apprendre énormément de choses sur vos clients. Les études de marché que vous pouvez faire auprès d'eux, les journées de test ou de rencontres vont vraiment vous apporter énormément d'informations que vous n'allez pas forcément trouver sur Internet. Sur la veille sociétale ou marketing, moi je surveille énormément les sites de crowdfunding. Donc, je vous ai mis les plus connus là, Kickstarter, WeSeed, Anaxago, KissKissBankBank et puis Indiegogo. Vous allez voir vraiment les nouvelles tendances, les nouveaux produits. C'est assez sympa, en plus c'est assez fun. Les podcasts, les chaînes YouTube de personnes un petit peu référentes, les webinaires également, et puis cette newsletter de 15 marches que moi je suis depuis quelques temps et qui je trouve vraiment très intéressante sur les nouvelles tendances. La veille technologique, donc on a vu que c'était quelque chose qui vous intéressait beaucoup à 61%. Donc vous devez peut-être, enfin même sûrement en connaître une bonne partie. Donc pour les brevets, tout ce qui va être data.pi, EspaceNet, patent Google. Les bases de données d'articles scientifiques et techniques comme l'encyclopédie des techniques de l'ingénieur. Elsevier sur une offre payante. IDEXLab également une offre payante qui référence les brevets et les publications de chercheurs. HAL, CNRS et PLOS, là, sont par contre des choses gratuites. Vous avez des moteurs de recherche spécialisés scientifiques comme Google Scholar ou Semantic Scholar. Donc là, je maîtrise beaucoup moins, mais n'hésitez pas à aller y voir. Et puis, moi, ce que j'utilise pas mal, c'est les mappings BPI France. Alors, il n'y a pas toutes les thématiques, mais c'est quand même assez intéressant. Là, vous voyez, par exemple, sur la santé et l'intelligence artificielle, BPI France référence les startups françaises ou internationales sur différents sujets. Vous avez uniquement le nom de la startup, mais il n'y a pas forcément le lien vers le site. Mais c'est intéressant, en tout cas, ça permet d'avoir un premier niveau de recherche de nouveaux entrants potentiels. Sur la veille réputationnelle, donc vous avez toujours les avis Google. Quand vous tapez le nom de votre entreprise, vous pouvez voir tout de suite en bas à droite de l'écran là les avis de vos clients et même de gens que vous ne connaissez pas du tout. C'est toujours intéressant. Et vous pouvez mettre des alertes Google sur le nom de la société. Donc à chaque fois qu'il y a un article qui cite votre entreprise, vous pouvez du coup l'avoir automatiquement dans votre boîte mail. Si vous voulez aller plus loin, vous avez des outils de veille payants sur les réputations que je vous ai mis ici. Enfin, sur la veille juridique et réglementaire, vous avez des éditeurs qui proposent des choses de façon payante. Vous avez des blogs Legal Tech, là, comme doctrine.fr. Ce sont des outils que je maîtrise un petit peu moins. Je vais me dépêcher de terminer. Sur la diffusion, enfin, quand vous avez fait toutes ces recherches, c'est hyper important de partager l'information, mais il ne faut pas le faire n'importe comment.
Donc, comment bien faire circuler l'information dans l'entreprise? J'ai envie de dire, ça, c'est propre à chacun. Chacun doit trouver son propre mode de fonctionnement. Donc, Sébastien nous présentera le sien tout à l'heure. Il faut définir une fréquence de partage et en faisant attention à l'infobésité. Si trop d'informations tue l'information. Et en même temps, l'information, c'est aussi le pouvoir. Donc, si l'information ne circule pas, certaines entreprises, certaines personnes parfois gardent l'information à des mains, des seins un peu de pouvoir, entre guillemets. Il faut définir la remontée d'informations à différentes personnes en fonction du sujet. Donc, sur une veille concurrentielle ou sur une veille technologique, on ne va pas s'adresser aux mêmes personnes. Donc, ça, il faut bien définir en amont. Et puis, la note, pour une veille active, on peut la partager sous forme de note de veille. Et la veille passive, on peut la partager aussi sous des outils comme Slack, WhatsApp ou voire Scoopit. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser toujours le même canal pour retrouver toujours au même endroit l'information, parce que si vous l'envoyez une fois par mail, une fois par Slack, une fois par WhatsApp, quand vous chercherez cette information plus tard, vous aurez beaucoup de mal à la retrouver. Voilà, j'ai l'impression de parler très très vite, mais je voulais garder du temps pour l'intervention de Sébastien. Ok, super. Merci Charlotte, merci Sandrine, et bonjour à tous. Donc l'idée, c'est peut-être vous témoigner un petit peu ce qu'on a mis en place nous à NBPAC en termes de veille sur la partie innovation. Alors je veux bien la petite slide suivante, s'il te plaît Charlotte. Ça c'est moi qui passe la slide. Ah pardon, ce sera Sandrine. Merci. Du coup, alors une petite présentation de NBPAC rapidement avant de commencer. Donc on est une société basée à Vège. On distribue des solutions d'emballage pour les métiers de bouche, donc historiquement boulangerie, pâtisserie, mais petit à petit la restauration, tous les corps de métier qui font de la restauration à emporter, et notamment aussi les primeurs et les meuniers. On est 30 collaborateurs, on fait 25 millions de chiffre d'affaires. Et en fait aujourd'hui, nos deux enjeux principaux, le premier c'est qu'on a un catalogue de produits, on a 600 à 800 références produits. Qui sont majoritairement à usage unique et jetable, qui sont dans le collimateur notamment du législateur, surtout sur les matières qui sont un peu moins vertueuses, qui ne sont pas dégradables et pas compostables. Donc on a une première partie innovation incrémentale où on va se dire ok, ce catalogue il existe, on le distribue, mais comment on va l'améliorer pour se mettre déjà au diapason de la loi et aussi pour être en phase avec la conviction des collaborateurs NBPAC et du consommateur final qui fait pression sur le marché. Donc ça, c'est une première veille sur laquelle je vais pas trop m'attarder parce qu'on va plutôt parler du second enjeu qui est de se dire le cœur d'activité d'NBPAC, c'est la distribution de solutions d'emballage. C'est challengé, l'emballage en général est challengé. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme nouveau relais de croissance sur d'autres sujets, d'autres thématiques qui sont soit liés plus ou moins à l'activité d'NBPAC, soit carrément on s'autorise ouvrir le champ des possibles et aller sur des sujets beaucoup plus novateurs et beaucoup plus innovants. Donc c'est plutôt sur cet aspect-là que je vais vous présenter la partie veille. Et je veux bien la slide suivante, s'il te plaît, Sandrine. Tac, merci. Temps de latence. Il y a un petit temps de latence, c'est pas bien grave. Alors du coup, sans recouper, sans redire ce qu'a très bien raconté Sandrine. Nous, on va dire 4 pôles de sources d'information. Le premier, c'est les médias, je vais y revenir juste après. Le deuxième, qui a été un petit peu qui a été un peu gelé avec la crise sanitaire, c'est bien entendu les salons, parce qu'il y a énormément de contacts qu'on peut faire en salon et évidemment les échanges sont souvent assez précieux. On a ce qu'on appelle le réseau de vigie. Alors le réseau de vigie, grosso modo, c'est d'avoir en fait un contact privilégié dans chacune des entités qui composent notre écosystème. Alors j'ai cité nous l'intérêt par exemple à NBPAC, on a l'ADEME sur la partie développement durable, on va avoir Citeo sur la partie déchets recyclage, on a évidemment les pôles de compétitivité, les technopoles, etc. En fait, on a tout un tas on s'est cartographié ces acteurs-là et à chaque fois on essaie d'avoir un contact avec qui on a une relation particulière, en tout cas régulière avec elle et qui permet de remonter de l'info un peu plus grise, ce que vous citez Sandrine dans son schéma, l'info blanche qui est disponible, on va dire, plus facilement, et l'info grise où
il va falloir peut-être être sur du relationnel et de l'informel. Donc ça, c'est important de l'entretenir et de le préserver. Et ensuite, les collaborateurs, donc en interne, je vous dis, on est une trentaine. On a à la fois des commerciaux qui sont au quotidien en relation avec les clients, donc ils ont de l'information de terrain extrêmement intéressante, les achats sur la partie approvisionnement, etc. Ce qui est important avec les collaborateurs, c'est surtout de les acculturer à vous brasser de l'information tous les jours. N'hésitez pas à la remonter à la cellule innovation parce que nous, ça nous intéresse et il faut pouvoir les rendre en fait confiants dans cet acte-là, c'est-à-dire reconnaissant quand ils nous ramènent une information, même si vous l'aviez déjà et que c'est a priori pas nouveau, prenez-la en considération pour que le collaborateur se sente aussi écouté et qu'il ait envie de vous en ramener régulièrement. Donc ça, c'est un travail qui se fait un petit peu sur long terme. Nous, honnêtement, c'est une partie sur laquelle on n'est pas encore très bon, mais petit à petit, on échange avec les collaborateurs et on essaie de mettre ça en place pour que ce soit naturel. Et sphère pro et sphère privée aussi, hein, c'est-à-dire que le week-end, on a tous des contacts à droite, à gauche, et finalement, il y a de l'info aussi à récupérer dans ces sphères privées, là. Donc, on va faire un petit focus sur la partie média et surtout dans le scope de ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans comment je vais trouver des nouveaux relais de croissance en dehors de l'activité MBPAC. Et c'est l'objet un peu de la slide suivante. L'idée, c'est la question que je pose, en fait, c'est en dehors des sources qu'on connaît bien et qu'on a identifiées sur la presse spécialisée, sur les métiers de bouche, sur l'artisanat, enfin les artisans commerçants alimentaires, sur le monde du snacking. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît assez bien, qu'on a mis sous surveillance de façon automatisée et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est comment je m'offre la possibilité d'aller trouver des sujets qui sortent de mon champ d'action MBPAC. Je vais citer 3 exemples que Sandrine a déjà évoqués, mais je vais remettre un focus dessus par rapport à nous, ce qu'on en fait. Donc, il y a le crowdfunding, donc les plateformes de financement participatif. Nous, on a une quinzaine sous surveillance. Ce qui est vraiment intéressant avec ces plateformes-là, c'est qu'on va avoir des projets qui sont très en amont de leur développement, donc ils sont encore potentiellement touchable. En tout cas, on peut aller prendre contact avec le porteur de projet et l'accompagner si besoin. C'est multithématique. Il y a beaucoup d'agroalimentaire, beaucoup de commerce, mais il y a quand même des choses assez intéressantes, notamment un Indiegogo sur le techno. Alors c'est peut-être même trop techno, des fois ça fait un peu gadget, mais on peut toujours repérer des petits sujets ou des projets intéressants qui nous sortent un peu de notre bulle, nous qui est l'emballage, qui est plutôt la boulangerie-pâtisserie. On a les newsletters. Donc la newsletter, c'est un outil qui est vieux, qui date de très longtemps, mais qui est remis au goût du jour, notamment par un outil qui s'appelle Substack, que vous avez certainement entendu parler. Et donc il y a beaucoup de newsletters intéressantes qui sont pas que thématiques, mais qui ont une approche un peu originale. Je vous ai cité Patent Drop que j'aime particulièrement. C'est une newsletter hebdomadaire. En fait, c'est quelqu'un qui a mis sous surveillance les dépôts de brevets d'une vingtaine de grands groupes, donc voilà, Google, Amazon, Facebook, etc., et qui se propose une fois par semaine d'en traiter 3. Lui, l'avantage, c'est qu'il va essayer d'en extirper un petit peu un signal faible par rapport à ce qu'a pu déposer Facebook la semaine dernière. On sait bien que il y a quand même de l'argent investi par ces sociétés-là, et qu'a priori, ça peut être des vraies tendances en fait pour l'avenir. Donc ça, c'est un petit outil, c'est un exemple. Mais il y a aussi la newsletter de Marie Dolé, par exemple, qui est assez intéressante. Il y en a plusieurs. Je pourrais vous en communiquer si ça vous intéresse. Et l'avantage des newsletters, moi, j'ai sélectionné. Encore une fois, elles sont un peu tout azimut, c'est-à-dire que on va pas se focaliser sur un secteur particulier. Et puis, j'ai cité aussi les appels à projets. Pourquoi? Alors, pas forcément pour l'annonce des appels à projets qui sont intéressants parce qu'on peut voir où les fonds publics sont fléchés ou les fonds privés aussi. Il n'y a pas que des appels à projets publics. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir côté lauréat. Donc, une fois que l'appel à projet est terminé, de voir qui a été sélectionné, pourquoi ils ont été sélectionnés, et donc de relever en fait les 8-10 projets qui vont être accompagnés par tel accélérateur ou telle subvention publique. Donc voilà, j'ai nommé ça un peu le laboratoire de sérendipité. C'est peut-être un peu
un peu prétentieux, mais l'idée c'est de se donner les moyens d'aller capter des signaux à droite à gauche en dehors de son métier de façon plutôt rapide, en tout cas pas trop chronophage. Et donc pour dessiner un petit peu l'ensemble du cycle de veille, si vous reprenez un peu le schéma de Sandrine de tout à l'heure, on a la partie collecte, on a parlé à l'instant. Après, qu'est-ce qu'on en fait de cette veille-là? Donc ici MBPAC, pour être très concret, donc moi je fais en fait cette collecte d'informations en continu. Tous les mois, on fait un point avec la direction. On va traiter les 15-20 items que j'ai relevés dans le mois qui m'a semblé pertinent, et on va déjà faire un premier tamis, c'est-à-dire on va se dire ok, sur les 15-20 sujets que tu nous as remontés, voilà, on en garde 5 qui sont a priori pertinents et qu'on a envie de creuser. Donc c'est l'étape 2, c'est l'approfondissement, où là on va faire ce qu'on peut citer, ce qu'on peut nommer comme Sandrine l'a fait, c'est-à-dire de la veille active, où on va creuser le sujet en profondeur pour vraiment voir voir le contenu, hein. Et puis ce que je mettais, c'est avis et rencontre externe, c'est-à-dire que là cette étape 2, elle nous permet de contacter les experts du sujet qu'on a identifié. Ça peut être des porteurs de projets, ça peut être des gens dans notre réseau de vigie, hein, que je citais tout à l'heure dans les sources, de les mobiliser, de dire voilà, nous on voudrait peut-être aller sur ce type de projet, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc ça fait un second tamis, c'est-à-dire qu'on se revoit avec la direction et puis on dit ok, après approfondissement finalement sur les 5, on n'en garde que 2. Et l'étape 3, c'est de se dire ok, on part dans une gestion de projet où là, eh bien, on va classiquement mûrir le projet et puis faire le maximum pour le rendre rentable, viable, déjà dans un premier temps, rentable, et puis le développer. Voilà grosso modo le schéma, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est de se dire qu'à un moment donné, il y a une collecte d'infos qui est réalisée, elle est réellement utile parce qu'elle est traitée dans ce flux logique temporel. La slide d'après, c'était juste une petite photo, enfin un exemple extraite d'un document donc on partage à l'étape 1 avec la direction, c'est-à-dire qu'il y a des items qui sont partagés. Là, c'est l'exemple, peu importe, hein, c'était l'exemple d'un projet d'étudiants britanniques sur un emballage consigné et qui était gonflable. En fait, c'était un peu l'idée, qui pouvait être réutilisé une centaine de fois pour l'expédition. On l'a pas gardé, mais voilà, en fait, on en discute avec la direction, on prend les infos et on voit si oui ou non ça passe dans le second tamis qui est la phase 2, qui est ok, on approfondit bac 0 et on va voir ce que c'est plus en détail. La slide d'après, ça doit être en gros des conclusions, mais ça amène des questions si vous voulez. Mon point de vue, qui n'engage que moi sur la réussite du process de veille, c'est la première chose, c'est que ça doit servir à quelque chose. C'est un peu bateau, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on peut rechercher toute l'info qu'on veut, il faut qu'on en fasse quelque chose, sinon c'est pas utile. Ce qui sous-entend qu'elle doit être partagée. Alors on peut très bien faire de la veille pour soi-même, hein, il n'y a pas de problème. Mais quand elle est partagée, c'est là où elle va prendre toute sa valeur ajoutée et qu'on va vraiment en tirer profit. Collecte, traitement, analyse, alors je l'ai mis dans ce sens-là, évidemment, c'est le sens chronologique, mais c'est surtout pour dire que dans votre process, la collecte, elle doit toujours utiliser le minimum de temps. C'est-à-dire qu'on automatise au maximum la collecte. Ensuite, le traitement, ce que j'appelle ici le traitement, c'est de se dire, dans ma collecte d'infos, je vais avoir, je sais pas moi, 100 liens qui ont bougé aujourd'hui. Je traite, ça je garde pas, ça je garde. Donc c'est vraiment du tri, hein, c'est du filtre. Et la partie qui doit prendre le plus de temps, c'est vraiment de l'analyse. Pour être concret, moi j'essaie de prendre 1 heure par jour pour refaire ces 3 étapes. Donc voilà, c'est toute la partie sourcing, elle est importante au départ. Ce que je mets, c'est qu'elle doit être dynamique parce qu'on doit sans cesse la renouveler, supprimer les liens qui finalement ne nous rapportent rien et rajouter ceux au contraire qu'on a repérés en creusant différents sujets. Donc c'est dynamique. Le traitement, il doit aller super vite. Et c'est pour ça que moi, j'utilise des outils qui sont simples, qui vont peut-être, alors moi, je peux vous citer, ça peut-être vous faire sourire certains qui font de la veille dans l'auditoire, mais par exemple, moi, j'utilise encore Website Watcher, qui est un vieil outil qui permet de mettre en fait un corpus de liens sous surveillance avec un certain nombre de filtres, que ce soit dans la page internet ou via des mots-clés. Et quand on fait tourner la moulinette, il nous ressort les changements qui sont apparus sur cette page par rapport à la dernière fois où on a tourné cette moulinette.
Donc, il est très simple. Moi, je le lance le matin, ça prend 5 minutes à charger mes 200 à 300 liens. Et ma phase de traitement, elle est aussi ultra rapide, elle prend 20 minutes parce que de suite, je sais ce que j'élimine. Et l'analyse, et là, c'est là où je vais prendre un peu plus de temps à regarder en détail ce qui peut être extrait ou ce qui ne l'est pas. Voilà ce que je pouvais un petit peu raconter. C'est très rapide, mais avec plaisir pour répondre aux questions. L'outil que je viens de citer, en fait, c'est Website Watcher. C'est un petit outil alors qui est payant une fois. C'est une licence de 100 €. Voilà, qui est encore une fois qui date, mais qui est pour moi qui fait le boulot, qui fait encore le boulot. Donc je l'utilise. Pourquoi changer une vieille recette? Après, j'ai lu il y avait des personnes, hein, il y avait Adrien Sasso là de SynUp. Il y a des gens qui ont des outils aussi intéressants, donc faut pas hésiter à regarder tout ce qui se fait en termes d'outils. Il y a assez de choses pour que chacun trouve son, comment dire, je trouve pas mes mots, mais son outil parfait. Chaussure à son pied. Voilà, chaussure à son pied. Chaussure à son pied, c'est très bien. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Donc là, j'en ai pas vu dans le chat qui n'ont pas été traitées pendant le webinaire. On peut prendre un petit temps pour répondre aux questions si vous le voulez, soit des questions ou alors éventuellement si vous voulez nous partager ce que vous faites vous dans votre entreprise. Est-ce que vous avez mis en place des choses? Il y a Adrien de SynUp qui nous conseille un autre outil qui peut être intéressant, gratuit pour démarrer, qui s'appelle InnoReader. Vous avez le lien dans le chat si vous voulez regarder. On a Valentin qui dit « Il est intéressant d'interroger plusieurs moteurs de recherche en mode incognito pour éviter les bulles de filtre. » Oui, tout à fait. Tout à fait d'accord avec ça. Super, merci beaucoup Sandrine et Sébastien pour tous ces éléments. C'était super intéressant. Il va être l'heure de terminer ce webinaire. Donc le prochain rendez-vous que nous vous proposons, ce sera le mardi 14 décembre pour une matinée d'innovation. Donc cette fois en présentiel, ça aura lieu dans nos locaux à Laval et nous parlerons de design et surtout de pourquoi et comment une entreprise peut et doit intégrer une démarche design dans ses différents projets. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. On est en train de vous préparer un programme de témoignages d'entreprises locales qui utilisent le design presque au quotidien dans leurs projets. Et dernière petite info avant de nous quitter, Laval Mali Technopole fête cette année ses 25 ans. Et donc, nous organisons une grande soirée festive jeudi prochain, le 18 novembre, sur le thème de l'art et de l'innovation. Donc, si vous n'avez pas encore votre billet, ne tardez pas trop, les places sont comptées. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine matinée ou un prochain webinaire de l'innovation. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.